Bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Jean-François Tuat, associé en fiscalité chez PwC Canada. Au nom de CPA Canada, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette téléconférence avec l'ARC sur la subvention salariale d'urgence du Canada. Je tiens à vous informer que la présente téléconférence est enregistrée et sera disponible pour écoute ultérieure. J'aimerais vous présenter maintenant les représentants de l'ARC qui rendent possible un tel événement. Marc Lebrun, sous-commissaire adjoint Direction générale des programmes d'observation. Randy Hewlett, directeur général à la direction de la politique législative. Mark Meyer, gestionnaire à la division du numéro d'entreprise et de l'autorisation direction des déclarations des entreprises. Et finalement, Stéphanie Walker, gestionnaire des enjeux à la direction générale des programmes d'observation. La présente téléconférence de l'ARC avec CPA Canada s'inscrit dans une démarche que l'ARC a entreprise au cours des dernières semaines de diffusion d'informations par rapport à l'important programme des subventions. Depuis le début de la pandémie, CPA Canada travaille en étroite collaboration avec l'ARC afin, entre autres, de relayer les préoccupations soulevées par ses membres auprès de l'ARC dans un esprit de collaboration pour en arriver à des solutions. CPA Canada a également travaillé en collaboration avec la Fondation canadienne de fiscalité afin d'identifier des éléments clés rattachés à la pandémie dans le cadre de discussions avec l'ARC, dont notamment certains éléments importants rattachés à la subvention d'urgence du Canada. Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site Internet de CPA Canada. L'agenda de la téléconférence pour l'appel de cet après-midi est le suivant. Dans un premier temps, les représentants de l'ARC vont nous entretenir initialement sur certains éléments importants rattachés à la subvention. Cette présentation sera suivie de questions-réponses des participants sur l'appel. Les questions peuvent être soumises via le site Internet www.sli.do. En fait, vous pouvez inscrire dans Google SLIDO et ça va vous emmener sur le site. Ensuite, inscrire le code F852 et ça va vous emmener sur la page d'accueil de la présente téléconférence. Évidemment, l'ARC va tenter de répondre à un maximum de questions. Pour les questions qui ne pourront être répondues, un suivi sera nécessaire. CPA Canada va continuer à tenir informer ses membres via le site Internet de CPA Canada. Donc, je vais maintenant passer la parole aux représentants de l'ARC pour des remarques préliminaires. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous entendez bien. Merci beaucoup. Bien, mon nom est Mark Meyer. Je suis, comme on a dit, je suis gestionnaire des services d'autorisation des tiers auprès de l'Agence du revenu du Canada. Et ça se trouve dans la direction des déclarations des entreprises. J'aimerais donc prendre quelques minutes pour vous parler des différents outils que nous avons lancés pour aider aux entreprises à soumettre leurs demandes pour la subvention salariale. Comme vous savez probablement, les demandes peuvent nous être présentées au moyen des portails sécures de l'agence, c'est-à-dire mon dossier d'entreprise ou représenter un client si le représentant est à un niveau 2 ou 3. Ceux qui ne sont pas inscrits au service Mon dossier d'entreprise peuvent aussi transmettre leur demande de la subvention au moyen d'un formulaire web en utilisant le même processus qu'ils utilisent pour produire des déclarations de renseignement à l'agence, comme les feuillets T4. Depuis ce matin, on a excédé, donc nous avons au-dessus de 130 000 demandes déjà. Par contre, nous avons beaucoup de questions sur comment est-ce que les gens peuvent nous transmettre des changements, des corrections aux demandes qu'ils ont envoyées. Malheureusement, en ce moment, il n'est pas possible, mais d'ici début du mois de juin, nous allons mettre en place le système qui va vous permettre de pouvoir nous transmettre des changements aussi. Pour les entreprises, nous avons aussi lancé quelques pages web pour vous donner des informations additionnelles sur la subvention salariale. Cette page comprend les renseignements sur les personnes qui sont admissibles, la façon de présenter la demande et la façon dont la subvention est calculée. La page web comprend aussi une calculatrice qui guide les employeurs avec une démarche par étapes et permet aux employeurs de déterminer le montant de la subvention qu'ils peuvent s'attendre à recevoir en fonction des renseignements qu'ils inscrivent dans les champs de la calculatrice. Lorsque les entreprises présentent une demande de subvention, on leur demanderait d'entrer les montants dans le formulaire de demande, comme le nombre d'employés admissibles et la paye brute.
La calculatrice vous permet de déterminer les montants des lignes précis qui devront être entrés dans la demande de subvention. Si vous pratiquez à l'avance, si vous utilisez la calculatrice pour préparer les renseignements, remplir la demande sera très simple, ça vous prendra environ 5 minutes à faire. En plus des pages web que nous avons préparées, nous avons aussi une ligne 1-800 spéciale pour ceux qui ont besoin de plus de renseignements sur la subvention. La ligne 1-800 est disponible de 9 h du matin à 21 h du soir, du lundi au vendredi. Et vous pouvez trouver le numéro sur le site, mais je vais vous le donner aussi. C'est le 1-833-966-2099. Donc, le 1-833-966-2099. Encore une fois, nous vous invitons à consulter la page web sur la subvention salariale pour avoir de plus amples renseignements. Et juste pour finir, je voulais vous mentionner que nous mettrons à jour régulièrement les renseignements que vous allez trouver sur le site. Avec ça, il me fait plaisir de passer la parole à M. Marc Lebrun. Bonjour à tous et merci beaucoup, Marc. Premièrement, sachez que nous reconnaissons pleinement le fait qu'il est important pour les employeurs canadiens de recevoir ces prestations pendant cette période difficile. La subvention salariale est un avantage conçu pour aider les employeurs admissibles à gérer les défis que pose la pandémie de COVID-19. Nous comprenons aussi l'importance pour les entreprises canadiennes d'être bien positionnées quand elles reprendront leur activité normale une fois que la crise passée. Pour ce qui est du traitement et de la validation de vos demandes de subvention, nous allons procéder à l'analyse des demandes soumises afin de bien calibrer nos systèmes et de permettre le plus grand nombre de demandes d'être traitées de façon automatisée. Le but est de traiter le plus grand nombre de demandes sans intervention humaine, mais il se peut qu'une validation ou vérification additionnelle soit nécessaire. Par exemple, des demandes à valeur très importante ou celles où il existe un écart avec l'information fournie et celle que nous avons à nos systèmes. Nous avons assigné tout près de 3000 de nos vérificateurs à cette charge de travail. En plus, nous avons équipé un autre 2000 agents téléphoniques pour répondre aux questions reliées à cette mesure. J'aimerais souligner un point très important. Il se peut que nos vérificateurs communiquent avec vous ou les employeurs contribuables par téléphone cellulaire. Ceci n'est pas une fraude. Étant donné les circonstances exceptionnelles, nos vérificateurs travaillent à domicile de ces temps-ci et donc ont besoin de se servir de téléphone intelligent ou cellulaire. Si vous vous méfiez de la véracité de l'appel, on vous encourage de communiquer avec notre centre d'appel, que Marc vient juste vous donner le numéro de téléphone, qui pourront valider l'information. Nos agents téléphoniques ont été dirigés à laisser des notes au dossier pour justement valider quand un employé de l'agence va communiquer avec vous, entrer en communication, pour assurer qu'on parle bel et bien d'un agent de l'agence. J'aimerais maintenant en dire un peu plus notre approche en matière d'observation. L'agence sait que de nombreuses entreprises canadiennes font l'objet de pression extrême en raison de la COVID-19 et elle veillera à ce que son approche en matière d'observation soit bien équilibrée. Elle s'assure donc d'envoyer des fonds rapidement à ces entreprises tout en détectant la petite minorité de personnes qui tenteront de frauder le système ou de manipuler artificiellement leurs finances pour obtenir des fonds. L'agence tient à rassurer les employeurs, les entreprises durement frappées par la crise, qui font de leur mieux pour démontrer qu'elles répondent aux conditions d'éligibilité, peuvent s'attendre que l'agence accepte leurs demandes et leurs soumissions. Par contre, les entreprises qui tentent de recevoir des fonds en double ou de faire de la planification fiscalisée pour exploiter les lacunes du programme de subvention salariale peuvent s'attendre à ce que l'agence applique toutes les mesures d'observation à sa disposition. J'aimerais maintenant présenter mon collègue, M. Randy Hewitt. Merci. Randy, à toi la parole. Merci Marc et bonjour tout le monde. Mon nom est Randy Hewitt. Je suis le directeur général de la direction de la politique législative à l'Agence de revenus du Canada. Il est mon plaisir d'être ici aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je suis responsable à l'agence pour la relation entre l'agence et le ministère des Finances et aussi pour l'information technique concernant la subvention salariale de l'Agence du Canada sur notre site web.
ce fait, on a publié plusieurs fois aux questions sur le site web qui donne beaucoup d'informations concernant comment la subvention salariale va fonctionner. Sur cette page, on donne un aperçu dans la subvention salariale, l'admissibilité, comment calculer les revenus, quels sont les employés admissibles, quelle est la rémunération admissible et des autres choses liées à la subvention salariale. Alors, je pense que la meilleure façon pour procéder maintenant, sans gaspiller le temps qu'on a ici, c'est pour répondre à vos questions. Alors, Stéphanie va poser les questions et je ferai de mon mieux à d'y répondre. Stéphanie? Merci Randy et Marc pour vos remarques. Donc, on va commencer avec les questions les plus populaires sur la plateforme Slido. La première question, s'il y a une fusion au 1er avril, la résultante peut-elle calculer un salaire de base du 1er janvier au 15 mars d'autres entités? Comment la baisse de revenus est calculée? Merci pour les questions. Pour l'instant, on n'a pas de l'information sur notre site web concernant les réorganisations et comment calculer la baisse de revenus. Et on espère d'avoir beaucoup plus d'informations bientôt sur ce sujet, mais pour l'instant, on n'a pas des lignes directrices pour vous aider à déterminer comment la subvention salariale va fonctionner pour les réorganisations, y compris les fusions. Merci, Randy. Prochaine question. Est-ce qu'une entreprise qui subit une baisse de revenus suffisante, mais non liée à la COVID-19, par exemple industrie cyclique, est admissible à la subvention salariale d'urgence? Merci pour la question. Et dans la loi, il n'est pas nécessaire pour démontrer que la baisse de revenus est liée à la COVID-19. Mais ce qui est important, bien sûr, on a une baisse de revenus pour la période admissible par rapport à la période antérieure. Alors, ce n'est pas nécessaire de démontrer que la baisse était liée à la COVID-19. Merci, Randy. Prochaine question. Selon l'ARC, quels seraient les exemples de montants au type de capital compris dans le revenu de placement qui seraient exclus du revenu admissible? Question 6.1 de le FAQ. Merci pour les questions. On va considérer d'ajouter des exemples au froid aux questions. Mais première chose à dire, c'est qu'il faut regarder le principe de comptabilité pour déterminer si le montant est au titre de capital. Bien sûr, je pense que à la vente des biens de l'entreprise qui sont utilisés dans l'entreprise, qui sont des biens de capital, est un bon exemple. Mais bien sûr, il y a des autres, mais des principes de comptabilité et aussi de regarder la loi de l'impôt sur le revenu pour déterminer si un montant est au titre de capital. Mais on va considérer d'ajouter beaucoup plus d'exemples, bien sûr. Merci, Randy. Prochaine question. Comment calculer la subvention salariale d'urgence si les périodes de paie ne correspondent pas avec celles de l'agence? C'est une bonne question, mais ça arrive souvent. Ce qui est important pour la période d'éligibilité pour la subvention salariale, c'est que la rémunération soit versée à l'égard de la période. Alors, il serait nécessaire pour pour faire des ajustements à le montant payé, si le montant payé pendant la période n'est pas versé
à l'égard de la période. Alors, il faut ajouter certains jours de paie ou déduire certains jours de paie, dépendant des faits. Merci. Prochaine question. Si on paye des vacances aux employés, est-ce considéré comme un salaire admissible dans le calcul de la subvention ou si c'est exclu? Je pense que ça, c'est vraiment une question de fait. Je pense qu'un exemple qui est admissible, c'est si l'employé est sur les vacances et payé son salaire normal. C'est un bon exemple qui est admissible à la subvention salariale. Mais si on a un exemple où le paie de vacances se cumule et le montant est versé dans la période, la question qui est importante, c'est si le montant est versé à la l'égard de la période ou si le montant est gagné dans une période antérieure. Alors, c'est vraiment une question de fait. Merci. Je prends aussi la prochaine question. Une entreprise de service et nos revenus mensuels sont 4-5 semaines. Impossible de reconstituer du 1er au 30. Est-ce possible de prendre cette méthode? C'est une bonne question, mais je voudrais y réfléchir avant de répondre. J'ai pas une bonne réponse en ce moment. D'accord. On peut y revenir. On peut passer possiblement à la prochaine. Une société admissible à la subvention salariale d'urgence à 5 employés, 3 admissibles à la subvention salariale, 2 non admissibles. Doit-on réduire de la subvention le montant calculé de 5 employés concernant la subvention temporaire de 10 Selon moi, le montant de réduire pour le calcul de la subvention salariale, c'est seulement pour les employés qui sont admissibles à la subvention salariale. Alors, si on a 5 employés admissibles pour la subvention temporaire, mais c'est seulement 3 qui sont admissibles à la subvention salariale d'urgence du Canada, il est nécessaire de réduire le montant pour juste les 3 employés, pas les 5 employés, parce que les 5 ne sont pas admissibles à la subvention de 75%. Merci. Prochaine question. Ça touche un peu ce qu'on vient de parler pour les vacances. Est-ce que les vacances de 13% versées à la CCQ et inclus dans le salaire brut dans lequel les déductions à la source sont payées se qualifient dans le salaire admissible? Je comprends pas, c'est quoi la CCQ? Je sais pas. Alors, je pense qu'en général, j'ai déjà répondu à la question. Oui. La CCQ, c'est la commission, c'est ça, la Commission de la construction du Québec. Donc, je pense que comme vous j'ai avez dit répondu, auparavant, oui, c'est vraiment une question de fait. Si l'employé est sur des vacances et on paye l'employé pour la période de congé, bien sûr, je pense que cette rémunération est admissible, mais les montants versés dans la période qui ne sont pas gagnés dans la période, en général, je dirais que non, les montants ne sont pas admissibles. Merci. On va passer à une question ici. Certaines demandes de la subvention salariale d'urgence sont refusées basées sur de bases inconnues. Quel est le processus d'opposition? Je pense que ça c'est pour l'instant, il n'y a aucun processus formel pour opposer le refus d'une subvention salariale. Mais selon les règles générales et le processus de la Cour fédérale, un employeur qui
qui en a refusé la subvention pourraient poursuivre le refus dans la Cour fédérale. Mais on est en train de parler au ministère des Finances pour déterminer s'il y a besoin d'avoir un processus formel sur la loi de l'impôt sur le revenu pour donner des droits aux contribuables qui sont liés à la subvention salariale. Merci. Je vais sauter une question qu'on n'a pas répondu encore. Comment déduire le 10 de la subvention salariale d'urgence alors que le 10 semble basé sur les salaires versés et la subvention salariale d'urgence sur les semaines travaillées et ont des dates différentes? Merci pour les questions. C'est une bonne question et c'est vraiment quelque chose à laquelle des contribuables doivent penser. Alors, il serait nécessaire de faire des ajustements pour que les dettes soient, je ne sais pas quel est le mot en français, pour les dettes soient les mêmes. Alors, les périodes ne sont pas semblables dans les deux subventions et il est nécessaire de faire les ajustements, bien sûr. J'espère que ça est clair. Je vais passer à la question ici de Michel. Besoin de clarification sur le calcul du salaire de base. La fois aux questions, question 18 n'est pas claire. Donc, je ne sais pas si Randy, tu peux en donner plus que ce qui est sur le site web présentement. Alors, sur le site web, la question 18 dit qu'une rémunération de base correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à un employé admissible par l'employeur. Mais la différence entre la rémunération de base et la rémunération admissible pendant une période qualifiée, c'est pour la rémunération de base, c'est les montants versés pendant la période. Il faut déterminer le moyen et exclure les montants de 7 jours consécutifs pour lesquels l'employé n'était pas payé. Mais pour la rémunération admissible pendant une période qualifiée, c'est le montant versé à l'égard. Alors, il y a une différence et je peux comprendre pourquoi les personnes sont de la difficulté de le comprendre, mais j'espère que ça a clarifié la différence. Et ça, j'espère aussi que ça répond à la question. D'accord. Prochaine question. Est-il possible d'utiliser période CTB, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme, sur un calendrier 5-4-4 dernier samedi du mois pour une compagnie qui a toujours utilisé ou un calendrier civil obligatoire? Je comprends qu'on va faire référence à la période comptable ici. C'est la compréhension de la question. OK. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est pas la période fiscale de l'entreprise qui compte, mais la loi demande quand on utilise la période qui correspond à la loi, et ça, c'est le calendrier civil est obligatoire. Alors, il serait nécessaire, en ce qui concerne, par exemple, pour calculer les revenus, la baisse de revenus, il serait nécessaire de faire des ajustements, encore une fois, si le mois fiscal n'est pas le même que la période d'admissibilité. Merci. Une question sur le salaire de base.
Doit-on réduire le dénominateur uniquement par des nombres entiers de périodes de 7 jours plus consécutifs ou doit-on pondérer à la journée? OK, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais comme j'ai dit, dans la question 18, toute période d'au moins de 7 jours consécutifs pour lesquels l'employé n'était pas rémunéré est exclu du calcul. Merci. Je vais passer à la question ici. La rémunération du 8 au 14 mars payée le 19 est-elle admissible à la subvention de 10 %? Si oui, vient-elle réduire le montant de la subvention à 75 Je n'ai pas toute l'information sur la subvention de 10 %, mais à ce que je sache, cette subvention est basée sur le montant versé mais la subvention à 75 %, c'est le montant versé à l'égard de la période d'admissibilité. Alors, il y a une différence. Alors, pour la rémunération du 8 au 14 mars, s'ils sont payés dans la période d'admissibilité, le montant n'est pas versé à l'égard de période, mais versé, si vous voulez, à l'égard d'une période antérieure. Alors, cette rémunération est exclue de la rémunération admissible pour le calcul de la subvention salariale de 75 %. Merci. Prochaine question. Je crois qu'on a peut-être touché déjà, mais s'il faut répéter, comment calculer le salaire moyen par semaine par employé du 1er janvier au 15 mars 2020 en utilisant nos périodes de paie ou faire un prorata? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais pour la période de rémunération de base, c'est les montants payés. Alors, si le montant est payé pendant la période, il faut calculer le moyen pour chaque semaine et exclure le montant versé pour les 7 jours consécutifs, ou le montant, pas de montant, mais il faut exclure la période de 7 jours consécutifs sans paie. Et ça, c'est comment déterminer le calcul. Merci. Ici, une question. Pour un petit bureau d'avocat où la facturation se fait à la fin du mandat, peut-on prendre les heures facturables par mois ou TEC pour le calcul? Ça, TEC ici, c'est les travaux en cours, là, donc les WIP. OK, mais oui, bonne question, mais c'est une question de fait, mais il faut déterminer si les montants de WIP et les facturations est inclus dans le revenu selon les principes de comptabilité normale de l'entreprise. Alors, c'est vraiment une question de fait. Merci. Prochaine question, ça parle de l'interaction entre une entreprise peut-elle réclamer la subvention salariale d'urgence pour le salaire versé à un employé qui reçoit la prestation canadienne d'urgence car il a moins de 1 000 $ pour la période? Ah oui. Merci. Une autre question sur l'interaction entre la subvention à 10 % et la subvention salariale d'urgence. Est-ce possible d'avoir plus d'informations? Une est sur la base de caisse et l'autre d'engager. Oui, vraiment, je suis au courant du besoin de contribuables pour avoir beaucoup plus d'informations. On est en train d'ajouter de l'information sur notre site web concernant cette question
et comment les deux subventions sont interagir. Alors, on va le considérer, mais on espère d'avoir beaucoup plus d'informations bientôt. Merci. Ici, une question qui touche aux vacances encore. On en a déjà parlé, mais juste au cas qu'il y a quelque chose à rajouter. Un employeur verse le 12 avril 3 semaines de vacances à un employé. Disons 2 000 de vacances. Est-ce admissible comme salaire pour la subvention? Je pense que c'est vraiment une question de fait. Est-ce que la question, c'est si les employés étaient sur la vacance? Je ne sais pas. Si le montant est versé dans la période d'éligibilité, mais le montant n'est pas versé à la garde de la période, mais si c'est gagné dans une période antérieure, je dirais non, c'est pas admissible. Mais si l'employé prend ses vacances normales et qui est payé pour les 3 semaines qui sont pendant la période, je dirais oui. Merci. Une question ici sur serait-il possible de produire une réclamation modifiée? Donc, on en a touché au début. Marc, peut-être répéter l'information pour ceux qui l'auraient manqué. Oui, tel qu'on a mentionné au début, ce sera possible à l'entour de début juin et ça sera dans les portails sécures aussi. Merci. Cette question aussi, on en a parlé de la réorganisation. Qu'en est-il du traitement d'une société issue de réorganisation fiscale, acquisition d'entreprise, fusion? Pouvons-nous comparer le revenu de 2020 avec 2019? Je pense que déjà touché cette question et on est en train de le considérer et de jeter de l'information à notre site web bientôt. Merci. Ici, plus de 50% des revenus consolidés sont faits à l'extérieur du Canada par une filiale étrangère. Pouvons-nous utiliser ces revenus habituellement consolidés? Encore une fois, c'est une bonne question et c'est bien complexe et on est en train de considérer comment les entreprises filiales étrangères sont impliquées dans le calcul de revenus pour les employeurs au Canada et on espère d'avoir beaucoup plus d'informations sur notre site web dans l'avenir. Merci. Prochaine question. Si nous voulons réembaucher rétroactivement nos employés mis à pied, devons-nous les réembaucher à la date qu'ils ont été mis à pied ou c'est permis plus tard? En général, je dirais oui, c'est possible. Et une des raisons pour la subvention salariale, c'est pour d'encourager les employeurs de réengager leurs employés rétroactivement. Merci. Prochaine question. ADP ont des rapports pour le calcul du salaire de base qui couvrent 6 périodes de 2 semaines, donc 12 semaines, qui sont utilisées pour faire la moyenne. Est-ce admissible? C'est quoi ADP? Je ne sais pas. ADP, c'est un service de paie qui s'occupe de faire la paie pour les employeurs. Donc, je comprends que c'est la compagnie qui s'occupe de faire la paie pour un employeur ici. OK, c'est vraiment pour les tiers qui donnent le service aux employeurs, c'est vraiment une question de fait. Mais on a reçu beaucoup des exemples concernant ce sujet et pour les tiers, ce qui est important, c'est utiliser le numéro de compte de l'employeur et avoir le droit de le faire de la part de l'employeur. Mais une tierce n'est pas admissible dans son propre
compte si les montants sont liés à un autre employeur. Alors, il y a des problèmes d'utiliser un compte pour plusieurs employeurs. J'espère que ça répond à la question. Mais c'est vraiment une question de fait, mais la loi exige que c'est l'employeur qui atteste pour la subvention salariale et c'est le numéro de compte de l'employeur qui est utilisé. Merci. Prochaine question. Les locaux étaient fermés. L'entreprise n'a pas encaissé les chèques reçus. Doit-on inclure les chèques reçus en main non encaissés dans la méthode de caisse? Encore une fois, c'est une question de fait. Mais pour calculer le revenu admissible dans une période qualifiée, il faut utiliser les principes de comptabilité normale de l'entreprise. Mais pour certaines entreprises, ils pourraient faire le choix d'utiliser les méthodes de caisse pour calculer leur revenu. Merci. Prochaine question. Pourquoi un employeur doit réduire la demande de la subvention salariale d'urgence du montant admissible pour la subvention du 10 si celui-ci ne l'a pas demandé pour simplifier les calculs? Merci pour les questions. C'est une bonne question. C'est une question qui arrive souvent. La subvention temporaire de 10% était la première subvention. Mais la deuxième subvention, ça c'est la subvention de 75%, était introduit après la première. Et alors, ça c'est comment la loi fonctionne. Je suis certain que c'est une fardeau administrative pour les employeurs, mais à l'agence, on est responsable d'administrer, si vous voulez, la loi, mais c'est comment la loi fonctionne en ce moment. Mais on est en train, avec le ministère des Finances, de considérer si ça c'est la meilleure façon à procéder, mais pour l'instant, ça c'est comment la loi fonctionne. Alors, c'est pas une bonne réponse, mais c'est comment la loi fonctionne. Merci. Prochaine question. Est-ce que les pourboires déclarés et contrôlés par l'employeur sont à inclure dans le calcul de la rémunération de base? Présentement, on a une question sur notre site web concernant les pourboires et s'ils sont inclus dans la rémunération admissible. Et en général, c'est les pourboires qui sont contrôlés et qui sont assujettis à la retenue à la source sont inclus dans la rémunération admissible. Et je dirais oui aussi dans la rémunération de base. Merci. Une société de personnes est une entité distincte au sein de la subvention salariale d'urgence. Comment doit-on déterminer la baisse de revenus d'une société incorporée qui en est membre? C'est quelque chose à laquelle je voudrais y réfléchir. Je n'ai pas une bonne réponse en ce moment. Merci. Ici, on touche encore sur les périodes. Nous comptons en semaine avril 19, 4 semaines du 30 mars au 26 avril 2019 et avril le 20, 4 semaines du 4 avril au 1er mai. Impossible de ramener en mois. Est-ce OK?
OK. Je dirais non, c'est pas bon. Il faut faire des ajustements pour que la période soit la même que dans la loi. Et je pense qu'il serait nécessaire dans cet exemple de faire des ajustements, si j'ai bien compris l'exemple. Mais c'est difficile à dire parce que l'exemple est c'est pas facile à comprendre l'exemple. D'accord. Je vais passer à une prochaine C'est quoi question. CTB, Stéphanie? Est-ce que CTB, je ne sais pas quel est le... Je pense qu'encore ici, on faisait référence à la période comptable. Donc, CTB, c'est comptable ou en comptabilité. Donc, je pense que vous avez bien, effectivement, il faut ramener sur le mois civil. Donc, OK. Alors, c'est la même question qu'on a vue auparavant. exact. Oui. Hello. Pardon, j'étais sur mute. Oui, pardon, j'étais sur mute. J'ai lu la question dans le vide. Donc, je me répète. Section 125.7 4D. Revenu admissible diffère pour chaque personne donnée. Personne A, méthode de caisse. Personne B, comparée à 2019. Personne C, comparée à janvier et février. C'est difficile à dire. Alors, je ne comprends pas la question dans la façon il était écrit ici. Je ne sais pas si une autre personne pourrait me donner beaucoup plus d'informations. Ici, je pense que ce que je comprends de la question, c'est lorsqu'on applique le test à 125.7 4D, quand on dépend, là, quand on rend plus que 90% nos revenus d'une entité avec l'indépendance, puis qu'on doit faire une moyenne pondérée de chacune des entités, si chaque entité a une méthode différente, est-ce que ça cause un problème dans l'application de 125.7 4D? Donc, si on avait 4 compagnies dans le groupe, puis il y en a une qui va en comptabilité de caisse, l'autre, il va en comparant le mois janvier-février au lieu du mois civil de l'année précédente. Je pense que c'est ce que je comprends de la question ici. OK. Je vais considérer la question, mais en ce moment, je n'ai pas eu bonne réponse parce que je ne sais pas si j'ai bien compris la question. OK, je vais passer à la prochaine. Un bonus sera payé en mai 2020 relativement à des ventes effectuées du 1er janvier au 31 mars 2020. Est-il admissible à la subvention salariale d'urgence pour la période où il est payé? Comme j'ai dit auparavant, c'est la rémunération admissible, c'est le montant versé à l'égard de la période. Alors, si on parle d'un bonnet qui est payé pendant la période d'admissibilité, il faut déterminer si le montant est versé à l'égard de la période. Il est possible que l'employeur doit faire des ajustements à le montant payé pour déterminer si le montant est payé ou est versé à l'égard de la période. Mais il n'y a aucune limitation dans la loi en ce qui concerne les bonus, mais c'est juste une référence à la rémunération. Merci. Prochaine question. L'ARC peut-elle éventuellement permettre aux actionnaires rémunérés en dividendes admissibles à la subvention salariale d'urgence s'ils modifient leur mode de rémunération en salaire à compter du 15 mars 2020? Je pense que ça, c'est vraiment une question pour le ministère des Finances. Mais en ce moment,
les dividendes ne sont pas admissibles à la subvention salariale. C'est seulement des montants assujettis à la retenue à la source pour les employés. Merci. Est-ce qu'un paiement d'heures supplémentaires accumulées avant la crise, mais payé en avril alors que l'employé est en congé, est admissible? Non, parce que les montants ne sont pas versés à la garde de la période d'admissibilité. Merci. Ici encore, on parle des périodes de paie. On a déjà adressé. Les périodes de paie ne correspondent pas avec l'ARC 8 et 15 mars. Dois-je refaire le calcul des paies de toute ma clientèle afin qu'elles correspondent avec l'ARC? Oui, il serait nécessaire de faire des ajustements, oui. Prochaine question aussi, on a touché déjà ce sujet. Est-ce la date du paiement ou la date des heures travaillées? La première période de paye 2020 couvre les heures travaillées du 22 décembre au 4 janvier qui est payé le 9 janvier. En général, pour la rémunération d'admissibilité, c'est le montant versé à la garde de la période. C'est pas la date du paye qui compte. Alors, comme j'ai dit auparavant, il serait nécessaire pour l'employeur de faire des ajustements à le montant pour déterminer si le montant est versé à la garde de la période. Merci. Et les prochaines questions touchent les vacances. On en a discuté. Est-ce que le paiement d'une banque de vacances accumulée avant la crise peut se qualifier de rémunération admissible, même si l'employé n'est pas en congé? Je dirais non, parce que le montant n'est pas versé à la garde de la période. C'est payé dans la période, mais ce n'était pas gagné dans la période. Puis une autre question sur les vacances admissibles. Pouvez-vous clarifier vacances gagnées ou vacances payées durant la période? Vacances gagnées. Merci. Une question ici qui touche la subvention temporaire de 10 %. Qu'arrive-t-il si la société ne complète pas la section de la subvention de 10 % si elle est en droit de la réclamer? Tout cela dans le but de simplifier sa tâche. Oui, c'est vraiment, ça pourrait simplifier la tâche, mais la façon de la loi fonctionne maintenant, il est obligatoire de réduire la subvention de 75 % du montant éligible et admissible pour la subvention de 10 %, même si le montant de 10 % n'était pas réclamé par l'employeur. Alors, il est important pour les employeurs, s'ils sont admissibles à la subvention de 10 % de réclamer le montant, parce que il est obligatoire de réduire la subvention de 75 % du montant de 10 %, même si le montant n'était pas réclamé. Merci. Je vais aller dans les questions qu'on n'a pas touchées. Juste, je vais garder en tête qu'il reste moins que 10 minutes. Donc ici, c'est une question qui a trait aux écoles privées et garderies. Nous sommes une école privée, organisme sans but lucratif, avec aussi une garderie de 4 ans. Est-ce que nous pourrions demander la subvention de salariale d'urgence pour la garderie? C'est une bonne question, mais la subvention salariale est déterminée à le statut de l'employeur. Alors, si l'employeur est une institution publique,
y compris les écoles, l'employeur n'est pas admissible à la subvention salariale. Même question ici, j'aimerais savoir, une école privée est admissible à la subvention, donc on vient de répondre à ça. Oui. Et en général, les écoles privées sont aussi les institutions publiques et ils ne sont pas admissibles. Merci. Prochaine question, on a parlé déjà, mais on peut répéter. De quelle façon on détermine les revenus Canada hors Canada? Quels sont les facteurs pris en considération pour établir cette proportion? On est en train de regarder cette question maintenant et d'ajouter de l'information pour aider les employeurs pour déterminer comment calculer leurs revenus. Mais en général, je dirais c'est selon les normes de comptabilité de l'employeur. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais on va ajouter quelque chose, j'espère, bientôt à notre site web. Merci. Ici, une question. L'avantage imposable sur les régimes collectifs sont-ils admissibles au calcul? Certains avantages imposables qui sont payés à l'employé sont inclus dans la rémunération admissible, mais pour certains autres avantages imposables, c'est les montants qui ne sont pas payés, mais qui sont, par exemple, réputés être payés, ils ne sont pas admissibles. Et un exemple, c'est pour l'utilisation de l'automobile de l'employeur. Merci. Encore ici, on parle d'acquisition, donc on a déjà adressé ces questions. Oui, je pense que oui. On est en train de considérer les acquisitions, mais pour certains employeurs qui ont commencé leur entreprise pendant le mois de mars, par exemple, ils ne sont pas admissibles, mais lorsqu'on parle de réorganisation et on est en train de considérer comment ça va fonctionner. Merci. Je vais passer une question qui touche un sujet un peu différent, peut-être. Une entreprise qui fait baisse de revenus de 27 à la période 1 et 71 à la période 2. Est-ce qu'on est admissible automatiquement à la période 3? On a de l'information sur notre site web pour déterminer l'admissibilité dans une deuxième période si l'employeur a subi une baisse de revenus qualifiée pour la subvention salariale. Et en général, l'employeur est admissible dans la deuxième période quand il a subi une baisse de revenus dans la première période de 15%. Mais s'il n'a pas subi une baisse de revenus de 30% dans la deuxième période, il est admissible à cause du fait qu'il a subi une baisse qualifiée dans la première période, mais pour la troisième période, il serait nécessaire de déterminer si l'employeur a une baisse de revenus de 30% dans cette période. Alors, dans cette question, il dit que la baisse de revenus était 71% dans la deuxième période. Alors, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'employeur a subi une baisse de revenus dans la troisième période. Il est effectivement, automatiquement admissible.
Merci. Jean-François, veux-tu faire une autre question ou deux ou on devrait finir la session? Il reste 1 minute, je pense que... Oui, c'est ça, on peut peut-être effectivement... Oui, effectivement, peut-être terminer la session. Donc, quand on regarde, il y a 2 mois, l'article 125.7 n'existait pas et on voit que tout va vite. J'aimerais, au nom de CPA Canada, remercier l'ARC d'avoir pris le temps de partager ces importantes informations avec nous cet après-midi. Donc, merci Stéphanie, Marc, Randy et Marc. À tous les participants, je vous rappelle de ne pas hésiter à consulter le site Internet de CPA Canada et plus particulièrement la section traitant du COVID-19 pour des mises à jour à ce sujet. Donc, je vous rappelle que la présente téléconférence a été enregistrée. Si jamais vous voulez réécouter certaines sections ou inviter d'autres membres CPA à l'écouter. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier de votre participation et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci. 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 Merci tout le monde.